Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite explication de texte à propos du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Alors Étienne de la Boétie, c'est un écrivain du XVIe siècle, de la Renaissance, c'est un humaniste, ami de Montaigne et mort prématurément à l'âge d'une trentaine d'années. Le discours de la servitude volontaire serait resté un manuscrit inconnu si ce n'était Montaigne qui l'avait fait connaître après la mort de son ami la Boétie. Et du même coup, la Boétie est devenue et est restée pour nous le premier dans une longue série de théoriciens, ce qu'on appelle les théoriciens de l'aliénation. Et l'initiateur, le père, un petit peu, il est vu comme le père de tous les mouvements de désobéissance civile qui ont eu lieu au cours de l'histoire. On va donc lire un passage de ce discours de la servitude volontaire. Je vous lis tout de suite l'extrait en question. Pauvres et misérables peuples insensés, nation opiniâtre en votre mal et aveugle en votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, pillez vos champs, volez vos maisons et les dépouillez des meubles anciens et paternels. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez vous vanter que rien soit à vous, et semblerait que m'essuie, ce vous serait grande heure de tenir à ferme vos biens, vos familles et vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine vous vient non pas des ennemis, mais certes, oui bien, de l'ennemi, et de celui que vous faites si grand qu'il est, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon que l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie, si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont des vôtres? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous? Comment vous oserait-il courir sus s'il n'avait intelligence avec vous? Que vous pourrait-il faire si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traîtres à vous-même? Vous semez vos fruits afin qu'il en fasse le dégât. Vous meublez et remplissez vos maisons afin de fournir à ses pilleries. Vous nourrissez vos filles afin qu'il ait de quoi saouler sa luxure. Vous nourrissez vos enfants afin que, pour le mieux qu'il leur saurait faire, il les mène en ses guerres, qu'il les conduise à la boucherie, qu'il les fasse les ministres de ses convoitises et les exécuteurs de ses vengeances. Vous rompez à la peine vos personnes, afin qu'ils se puissent mignarder en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez, afin de le rendre plus fort et roide à vous tenir plus courte la bride. Et de tant d'indignité que les bêtes mêmes, ou ne les sentiraient point, ou ne l'endureraient point, vous pouvez vous en délivrer si vous l'essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre. Mais certes, les médecins conseillent bien de ne mettre pas la main aux plaies incurables, et je ne fais pas sagement de vouloir prêcher en ceci le peuple qui perdu longtemps a toute connaissance, et duquel, puisqu'il ne sent plus son mal, cela montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc par conjecture, si nous en pouvons trouver, comment c'est ainsi si avant enraciné cette opiniâtre volonté de servir, qu'il semble maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel. Alors un texte un petit peu difficile dans sa formulation, c'est de l'ancien français qui a été modernisé, qui plus est. Donc une formulation un petit peu difficile, mais peut-être un contenu qui n'est pas si complexe que ça. Nous allons voir deux axes de lecture dans ce texte. Tout d'abord, montrer que c'est une interlocution directe du lecteur, et ensuite que c'est une analyse de l'aliénation. Alors une interlocution directe, eh bien effectivement, dès la première ligne, c'est une apostrophe qu'il adresse à ses lecteurs, pauvres et misérables peuples. On est d'entrée de jeu dans le registre polémique, dans le coup de poing, dans le réveillez-vous. Il énumère un petit peu tous les maux qui sont dus à la passivité. Vous vous laissez emporter devant vous le plus beau
et le plus clair de votre revenu. Énumération de tous les biens matériels, de la dépossession, il y a un champ lexical du vol, aux lignes 2 et 3, emporter, piller, voler, dépouiller. Et les biens propres, les biens matériels, donc vos maisons, vos meubles, vos champs, etc. Les biens propres donc, et les biens paternels, c'est-à-dire les biens patrimoniaux. Et c'est peut-être plus grave encore, hein, les biens dont on est l'héritier, de se les faire dérober et de se les faire piller, que les siens propres. Tout ce discours est adressé à vous, hein, il y a une insistance, la Boétie martèle à chaque fois hein, cette présence du destinataire, vous, vos ou votre, il y a l'implication maximale du destinataire qui est recherchée par l'auteur. À la suite de quoi, à partir de la ligne 6, eh bien, il commence à désigner la personne qui est responsable de toutes ces spoliations. Et il y a ce distinguo entre les ennemis au pluriel et l'ennemi au singulier. Alors, l'ennemi au singulier, par opposition aux ennemis au pluriel, cela peut désigner deux choses, soit une personne réelle, une personne physique, soit une allégorie, une idée générale qui serait allégorisée et qui serait personnifiée en quelque sorte. En tout cas, le réquisitoire se poursuit et culmine à la ligne 8 avec l'idée de la mort, hein, puisque vous ne refusez point, nous dit-il, de présenter à la mort vos personnes. Après la dépossession matérielle, eh bien, il y a la dépossession de la vie même. Et ensuite, il reprend l'identité en fait de cet ennemi avec la formule « celui qui » à la ligne 8, et la reprise anaphorique, le parallélisme avec cette négation répétée « ne que » appliquée à la nature anatomique de cette personne. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, etc. etc. Hein, donc soit c'est une personne réelle, et à ce moment-là on parle de son corps, et soit c'est une allégorie, et à ce moment-là on parle également de son corps, bien évidemment, mais au-delà de sa représentation personnalisée, c'est une idée que la Boétie veut nous faire sentir. Énumération de questions rhétoriques entre les lignes 11 et 16 pour toujours dans cette idée d'impliquer le lecteur davantage. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous, etc. Avec toujours cette construction binaire, cette opposition de « il » qui désigne l'ennemi, donc, et de « vous hein, » qui désigne eh bien, les personnes à qui s'adresse la Boétie. Un peu plus loin, entre les lignes 16 et 22, les verbes d'action constructive, par exemple semer, meubler, nourrir, rompre à la peine, etc., eh bien, sont enchaînés par une proposition subordonnée de but avec le connecteur logique de but afin que, à des actions de destruction, hein, faire le dégât, fournir à ses pilleries, saouler sa luxure. Par exemple, hein, vous semez vos fruits afin qu'il en fasse le dégât, vous meublez et remplissez vos maisons afin de fournir à ses pilleries, etc. Hein, donc le processus de l'énumération, de l'accumulation, de la répétition est un procédé majeur dans ce texte. Et ça sert un but qui n'est pas seulement donc polémique, mais qui est aussi didactique, puisque la solution pour sortir de cette servitude volontaire, eh bien, Étienne de la Boétie va nous la montrer du doigt. Alors, c'est ce qu'on voit dans le deuxième axe de lecture, qui consiste donc à analyser l'aliénation. Il présente tout ce qu'il dit sous forme de présent de vérité générale, en particulier entre les lignes 1 à 4, à quoi il oppose à la ligne 4 le conditionnel. Ce serait, hein, il semblerait que mes Suisses vous serait grand heure de tenir à ferme vos biens pour exprimer ce qui serait, selon lui, le mieux par rapport à ce présent et par rapport à cet état de fait du présent. On peut également revenir sur la présentation hein, de cet ennemi
qui est mis en valeur avant que cet ennemi, donc cette formule qui appelle par un nom le responsable, que ce soit une personne ou une idée, eh bien, cette formule est introduite par ce mot est introduit par une formule présentative qui attire l'attention du lecteur à l'avance sur cette idée. C'est pour ça qu'on est en droit de penser qu'il peut s'agir aussi d'une allégorie. Et tout ce dégât, tout ce malheur, cette ruine, vous vient non pas des ennemis, mais certes, oui, bien de l'ennemi, etc. Il énonce à partir de la ligne 23 le remède, puisqu'il nous dit, pour finir son réquisitoire, et culmine en disant que les bêtes même ou ne le sentiraient point ou ne l'endureraient point. Eh bien, il nous dit, il y a cette espérance, cette espérance qui pointe à la fin du texte, vous pouvez vous en délivrer si vous l'essayez, mais d'une façon un petit peu paradoxale, non pas de vous en délivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Cette formulation à la ligne 25 eh bien, résume en fait tout le propos de cet extrait, et même on peut dire tout le propos de tout le discours de la servitude volontaire, sous une forme assez condensée et mémorisable. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Il explique un petit peu plus loin, entre les lignes 25 et 27, ce qu'il veut dire par là. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez. Il n'y a donc pas d'action à faire, il ne s'agit pas de partir en guerre, il ne s'agit pas de se révolter, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse, etc., sous son poids fondre et tomber. Il s'agit simplement de ne plus fournir l'aliment qu'on fournit à cet ennemi habituellement, et que la Boétie a détaillé dans son réquisitoire précédent. Donc la solution est assez paradoxale, puisque pour se libérer de cette tutelle, de cette servitude, eh bien, il suffit de ne rien faire finalement, de cesser de faire ce que l'on fait tous les jours, de refuser l'action en quelque sorte. Alors, à la suite de ça, le dernier paragraphe qui fait partie de l'extrait est un petit peu paradoxal, est en opposition avec ce qui précède, puisque ce parallèle avec la médecine, les médecins conseillent bien de ne mettre pas la main aux plaies incurables, et je ne fais pas sagement de vouloir prêcher. Donc il se présente comme un médecin, comme un guérisseur de l'âme, en fait, comme un guérisseur de cette servitude, pour nous dire que très certainement le mal est bien trop avancé chez nous, et que donc il n'est pas bon de vouloir entreprendre une guérison, alors que même son discours est cette guérison qu'il se propose d'entreprendre. Donc il y a cette injonction, ce paradoxe qui fait certainement aussi partie de la stratégie de la Boétie pour nous donner envie de reprendre un petit peu d'activité. Et parce que là, on reçoit, quand on est lecteur, ce discours d'une façon passive. Peut-être qu'on admet tout ce qu'il essaye de nous démontrer, mais enfin, tout cela vient du texte et ne vient pas de nous. Et lorsqu'il menace de se retirer et lorsqu'il menace de dire je ne vais plus faire ce que je suis en train de faire, c'est là où le lecteur sent peut-être poindre en lui ce désir d'en savoir plus, ce désir de connaître les causes de l'aliénation, ce désir de comprendre, et finalement ce désir aussi de changer les choses dans la vie, puisque les textes argumentatifs ont ceci de particulier qu'ils sont en prise avec la réalité. On peut conclure en disant qu'il y a dans ce texte donc une interlocution directe du lecteur. Là aussi, l'auteur s'adresse à nous de façon directe et de façon polémique pour aussi mêler à ça un registre didactique, c'est-à-dire nous faire une analyse, une explication de cette aliénation, de son mécanisme. Ce texte, la Boétie, est considéré par beaucoup comme le premier des théoriciens de l'aliénation. En fait, ça n'est pas le premier, loin s'en faut. Ce type de réflexion, on le retrouve par exemple chez Platon, dans le mythe de la caverne, dans la République de Platon. Je vous invite, et je vous mettrai le lien avec ce texte en bas de la vidéo, je vous invite à faire le parallèle entre ces deux textes, car dans
le passage du mythe de la caverne de Platon, il y a également cette analyse de l'aliénation sous une autre forme, mais qui rejoint très largement le discours de la servitude volontaire de la Boétie.